Il existe aujourd'hui une importante diversité d'espèces animales et végétales sur Terre. Si la science en a répertorié environ 2 millions, on estime leur nombre à plus de 8 millions. Ces êtres vivants peuplent toutes les zones du globe, du fond des océans au sommet des montagnes et des forêts tropicales au désert polaire. Mais comment la biodiversité a-t-elle atteint un tel nombre d'espèces? Pourquoi certains endroits présentent-ils une grande diversité alors que d'autres sont assez pauvres? Pourquoi des milieux aux conditions comparables ne présentent-ils pas les mêmes peuplements? Tant de questions qui ont été posées au dernier bar des sciences de cette saison, qui avait pour thème Biodiversité, la migration des populations animales et végétales depuis l'aube des temps. Si je vous dis biodiversité, ça vous évoque quoi? C'est les différentes espèces qui cohabitent selon certains climats, selon les régions. La nature, les variétés, les systèmes, l'écosystème. Et alors d'après vous, d'où provient toute cette diversité? Ces différentes stratégies d'adaptation qui ont été développées au fur et à mesure par les différentes espèces qui testent des choses génétiquement, et quand ça fonctionne et que ça perdure, c'est conservé. Je pense que c'est aussi l'adaptation des espèces, la richesse de cette planète. Donc la diversité, c'est cool. Je pense que je me figure plus facilement ce que c'est la migration d'une population animale, mais pour la migration d'une population végétale, de quoi on parle exactement, comment ça se passe? Donc la migration animale, si j'ai bien compris, c'est une migration... Fabien Antelme, écologue, directeur de recherche à l'IRD, UMR AMAP. Très codifié, donc avec un cycle, donc ça revient de manière cyclique, ça va dans une direction précise. On avait encore un critère que tu me disais, saisonnier. Et donc la raison pour laquelle ça se fait, c'est pour aller chercher de la ressource en particulier, chercher des ressources. On n'a pas assez à manger toute l'année à un endroit, donc on va bouger. C'est aussi pour échapper à certains prédateurs. À un moment, les prédateurs sont territoriaux, et donc on échappe à peut-être trop nombreux prédateurs. Donc les gnous, par exemple, le caribou, beaucoup d'oiseaux. Et pour la végétation, alors je me suis posé la question, on utilise beaucoup ce terme de migration, mais en fait c'est beaucoup plus libre, on va dire. En fait c'est un déplacement assez structuré, sachant que la végétation, elle ne choisit pas. Elle ne va pas dire je bouge de la droite vers la gauche. En fait elle s'étend, elle essaie d'étendre par dispersion son aire de distribution. Et parfois, elle arrive à d'un point, elle arrive à un point B, puis le point A a disparu parce que c'était plus les bonnes conditions. Donc on a l'impression qu'elle a migré. Mais effectivement, c'est quelque chose de passif. Moi, ce qui m'a intéressé aussi en pensant à ça, alors d'une part, on a des migrations de plantes à plusieurs échelles parce qu'on a différentes potentialités. On a des plantes qui ont des capacités de dispersion incroyablement élevées parce qu'elles ont des graines qui sont faites pour être dispersées. Je pense notamment aux espèces dispersées par le vent. Donc vous pouvez imaginer par exemple le pissenlit avec son pappus, là, des espèces de petits hélicoptères très forts. Vous avez plein d'espèces de graminées, toutes ces herbes qui sont dispersées beaucoup par le vent aussi, qui ont des ailes sur les graines. L'aulne vert, les aulnes par exemple, ont des ailes sur les graines. Donc ces espèces-là se dispersent merveilleusement bien. Les fougères aussi se dispersent merveilleusement bien, ce sont avec les spores, les sporanges. Et puis d'autres n'ont pas cette capacité-là. Certaines ont misé plus sur les animaux. Alors là, deux stratégies. Certaines vont essayer de s'accrocher sur le pelage des animaux, qui sont la plupart du temps poilus ou à plumes. Donc on appelle ça l'exozoochorie. Bon bref, elles s'accrochent et ça peut aller très loin. Mais ça nécessite d'avoir des animaux sous la main. D'autres, carrément, doivent être ingérés pour pouvoir se disperser. Alors ça peut aller aussi très loin, parce qu'on parlait des migrations animales, de 3000 km pour les gnous par exemple, donc ça peut aller très loin. Mais c'est là qu'on se rend compte que la migration, c'est plus complexe parfois que ce qu'on imagine, puisqu'il faut déjà deux composants. Il faut la plante et puis il faut l'animal. Et puis en fait, si on cherche bien, souvent il y a encore d'autres composantes qui sont nécessaires. Mais ça, c'est les deux, on va dire, deux choses qui marchent très bien. Une autre chose qui marche très bien pour se disperser pour les plantes, pour migrer, c'est l'eau. Donc il y a beaucoup de plantes qui sont capables de migrer avec de l'eau. Alors ça peut être le long d'une rivière. Le problème de ce système-là, c'est que ça peut aller que vers le bas. Ça tombe. Et puis ça peut être dans la mer aussi. Un des exemples les plus fameux, c'est le cocotier, le palmier cocotier, qui a une graine qui flotte et qui peut aller très loin et qui a donc colonisé à peu près toutes les plages du monde tropicales. Donc c'est quelque chose qui marche très bien aussi.
Et puis après, on a d'autres systèmes un petit peu plus... on a la barochorie, alors ça c'est le pire de tous. C'est qu'on tombe et on essaie de savoir où on tombe et on n'a aucune capacité à aller très loin. Donc ça, souvent, ce sont des espèces végétales qui vont avoir des aires de distribution très faibles, mais très denses. Donc j'ai pu comprendre que le fait qu'on trouve à un moment donné, ou sur de larges échelles spatiales, des espèces à des endroits différents, il y a plusieurs mécanismes en jeu et potentiellement des espèces qui se déplacent et qui traversent des océans ou des mers sur des radeaux, par exemple, à l'issue d'une catastrophe naturelle ou sur des supports flottants. Et je voulais savoir à quel point ces déplacements-là, un peu passifs d'individus, étaient fréquents, en fait, et s'ils avaient vraiment permis la colonisation de nouveaux continents par des espèces. Donc il y a des tas de processus qui ont été évoqués pour... Jean-Jacques Cornet, docteur émérite CNRS, membre du laboratoire Géosciences. Expliquer par exemple des transports des ancêtres d'Amérique du Sud dans les grandes Antilles du Nord et puis dans d'autres régions. Bon, comment ils sont passés? Très souvent, c'est qu'on a un manque d'études géologiques dans ces régions qui ne permet pas d'affirmer qu'il y a eu des connexions terrestres. Et donc, quand on n'a pas ces choses-là, pas mal de biologistes envisagent que des animaux ont pu être effectivement emportés sur des radeaux flottants, voire même des îles, des morceaux d'îles qui ont été arrachés lors de crues. Il a été observé que, par exemple, au débouché d'une rivière colombienne, il y avait une énorme île de 100 mètres qui avait été emportée et il y avait des singes dessus. Après, je ne suis pas biologiste, mais de ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas facile d'avoir toutes les conditions réunies pour... Il faut qu'à cet endroit, il y ait une variété animale, qu'elle soit emportée, que ça aille assez vite pour qu'il supporte un transport par des courants. En plein soleil, avec la salinité, il faut de l'eau, il faut qu'ils arrivent à débarquer au bon endroit, et il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions au point de vue de leur nombre et de leur diversité pour qu'ils puissent se reproduire. Donc c'est assez... probablement que ça a existé. Mais est-ce que c'est ça qui a vraiment fait que d'énormes quantités sont issues d'autres continents? Donc la réponse, pour moi, elle est qu'il faut coupler les études géologiques, parce que ce dont on se rend compte, c'est que les points de très forte diversité actuelle, ce sont souvent des zones qui sont tectoniquement actives. Donc Fabien disait, moi je travaille dans les Andes en haut, mais on est au droit de la zone de subduction et ça monte. Moi je travaille dans les Antilles, je suis au droit de la zone de subduction, ça monte et ça descend sans arrêt. Donc est-ce qu'il n'y a pas des moments où, pour ce qui concerne les animaux ou même certaines plantes qui ont dû traverser soi-disant des océans, est-ce qu'il n'y a pas une histoire plus ancienne qui est insoupçonnée? Et quand on fait de la paléogéographie, qu'on la combine avec le paléomagnétisme et avec la sédimentologie, on s'aperçoit qu'il peut y avoir momentanément des zones de passage terrestre qui étaient complètement insoupçonnées. Donc oui, les transports par radeau, je pense que vous connaissez mieux, mais il n'y a pas que ça. On voit des nuées de perruches sur la ville, et est-ce que, alors on parle d'espèces invasives, est-ce que justement ces espèces d'oiseaux qui sont là depuis un certain nombre de temps maintenant, mais est-ce qu'elles peuvent remplacer une autre, faire disparaître une autre par exemple? Il y a je ne sais pas exactement, peut-être 80 ans, quelque chose comme ça. Nathan Mazet, post-doctorant au CNRS, membre de l'équipe Phylogénie et Évolution moléculaire. On parlait d'écologie de la colonisation, au sens où on avait des déplacements justement d'espèces, mais on ne parlait pas d'invasion. Et il s'est trouvé qu'il y a j'ai oublié leur nom, mais il y a plusieurs scientifiques, dont un en particulier, j'ai vraiment oublié son nom, qui a travaillé sur cette thématique avec un enjeu très important en Angleterre, parce qu'il y avait des ravageurs de culture pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir de là qu'on a vu apparaître justement le terme d'invasion.
le terme d'espèces envahissantes parce qu'on voyait un impact direct d'un point de vue économique et sanitaire. Et donc ça, c'était un petit aparté pour dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de logique de... Comment dirais-je de logique en tout cas d'espèces pas maléfiques, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu négatives, qui puissent arriver et qui puissent remplacer ça. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure sur la structuration des faunes, c'est arrivé bien avant des déplacements plus récents. Mais alors, pour ce qui est justement de Montpellier, on voit ces perruches qui sont arrivées, alors qui sont effectivement arrivées principalement par des voies humaines. On pense que c'est des libérations humaines d'animaux domestiques. Tout va dépendre en fait de quelles ressources ils vont prendre justement dans le milieu. Et ils pourraient très bien justement prendre des ressources qui sont disponibles sans forcément justement que ces ressources soient exploitées par d'autres personnes, d'autres espèces. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est possible, tout dépend justement de ce chevauchement entre justement ce qu'on appelle la niche écologique des espèces qui sont déjà là et la niche écologique des espèces qui viennent d'arriver. Ce chevauchement-là, donc cette niche écologique, c'est l'ensemble des conditions qui permet l'établissement de populations. Si on est complètement justement similaire, s'il n'y a pas un moment où on peut, par exemple, vivre la nuit plutôt que le jour ou faire quelque chose de différent, on est effectivement voué à s'exclure l'un ou l'autre et un des deux prendra l'avantage. Voilà. On espère que ce résumé du dernier Bar des Sciences de la saison vous a plu et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook Bar des Sciences de Montpellier et sur notre site web cs.umontpellier.fr pour l'annonce de la prochaine saison du Bar des Sciences qui sera dévoilée aux alentours de fin décembre, début janvier.